Oui. Et donc, on va faire une petite prière de début, élever nos pensées vers les bons esprits, vers Dieu notre Père, tous ces bons esprits qui nous assistent, les guides spirituels, qui sont là tous les jours avec nous pour nous aider à surmonter les difficultés du quotidien, à avancer, à évoluer, à devenir meilleur chaque jour un peu plus que la veille. Et en les remerciant pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui, pour pouvoir étudier ce que nous ont légué d'autres missionnaires qui sont venus avant nous, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, qui sont en fait des lois de la nature, des lois qui gouvernent le monde spirituel et ses relations avec le monde incarné, et que ces enseignements puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui. Voilà. Alors, bienvenue aux nouveaux participants. Merci d'être avec nous. Je vous montre le programme. Donc, on a déjà commencé en fait la semaine dernière, le 5. On a fait le premier module, Introduction à l'étude du spiritisme. On a vu un peu le contexte historique du 19e siècle en Europe. Si vous n'étiez pas là, pas de panique. Les cours, on les enregistre et puis on les met sur la chaîne YouTube du mouvement spirit francophone qui s'appelle Regard Spirit. Et donc, vous pourrez visionner le cours de la semaine dernière là-bas. Vous pouvez même visionner les cours, en gros, des 2 années antérieures, 2023 et 2024, peut-être même 2022, qui sont restés, qui sont là-bas. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on est toujours dans le premier module, qui est l'introduction à l'étude du spiritisme. Euh, et on voit la leçon numéro 2, qui est qu'est-ce que le spiritisme? Quelle est la définition et quel est le but du spiritisme? Donc, je vais réduire cette fenêtre. Alors maintenant, vous me dites si vous voyez le texte. Je pense pas, hein. Alors attendez, il faut que je revienne là. Je ne peux pas partager un écran, je suis obligé de partager des fenêtres. Donc, je vais arrêter le partage. J'en profite pour vous dire que je vous ai mis le lien Regard Spirit sur la conversation. C'est gentil. Merci. Alors, fenêtre. Voilà, ça doit être comme ça. Donc là, vous Oui, devez c'est le bon. voir un peu C'est bon. mieux, oui. Voilà. Donc, on est au guide d'étude numéro 2. Alors, pour les nouveaux, je crois que je vous ai envoyé individuellement les PDF, mais si jamais vous ne les avez pas, n'hésitez pas, à les renvoyer. Je peux les remettre sur Skype parce que quand vous rentrez dans le groupe Skype, vous ne voyez pas toujours forcément les échanges et les documents qui ont été déposés avant. Et en plus, Skype les supprime au bout d'un certain temps, donc il faut de temps en temps les remettre. Mais donc, ces fascicules sont à votre disposition. Et si vous préférez les avoir imprimés, vous pouvez aussi les acheter imprimés. C'est chez Jean-Pierre Pipineau on les a fait imprimer par Lasso Kardec. Voilà, au format papier. Donc, qu'est-ce que c'est que le spiritisme? Alors, j'ai un autre petit détail, là, je ne vous vois pas. Donc, si vous levez la main, j'espère que ça va me prévenir. Sinon, intervenez verbalement, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou un témoignage à apporter. Donc, qu'est-ce que c'est que le spiritisme? Bon, quand on demande, c'est intéressant de faire comme ils font à la télé, d'interpeller des gens dans la rue. Pour vous, c'est quoi le spiritisme? Hein. Et vous verrez que vous aurez des réponses un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup d'images d'Épinal qui circulent. Il y a même beaucoup de gens qui en ont peur, en pensant que c'est de la nécromancie, de la sorcellerie. D'autres pensent que c'est du commerce, de la médiumnité, etc.
Alors qu'en fait, on va voir aujourd'hui que c'est un petit peu, c'est pas tout à fait ça. Et en plus, si vous allez sur Wikipédia, pour vous chercher le mot spiritisme, hein, ben, vous vous rendrez compte que même sur Wikipédia, en fait, ils ont. Alors, ça s'est un peu amélioré. Il faudrait que j'y retourne un de ces jours. Ça s'est un peu amélioré, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que tout ce que n'importe qui a un jour dit sur le spiritisme, c'est du spiritisme. Vous voyez? Donc, ils y rajoutent effectivement toutes ces pratiques. À un moment donné, il y avait même marqué le spiritisme est une superstition. Vous voyez? Donc, euh, ils portent un jugement, hein, sur le spiritisme, alors qu'un dictionnaire ne devrait pas porter des jugements, il devrait être neutre et objectif. Hein. C'est là où on voit en fait la pression qu'il y a eu pour biaiser la définition du mot spiritisme sur Wikipédia, autant par des intellectuels, hein, des personnes universitaires qui étudient ce genre de sujet, hein, les ethnologues ou autres, que de la part de personnes qui suivent des religions traditionnelles, qui voient aussi le spiritisme d'un mauvais œil. Et donc, à un moment donné, on avait un peu réagi en disant, ben, attendez, c'est pas possible et tout, mais bon, vous savez, Wikipédia, il y a, vous défaites, il y en a un qui refait, vous défaites, il y en a un qui refait, quoi. C'est un peu des jeux de, il y en a qui s'amusent à ça, mais bon, voilà, c'est pas bon pour l'information objective. Et on avait réussi à un moment donné à faire, qui existe d'ailleurs toujours, à faire une autre page Wikipédia qui s'appelle Spiritisme, entre parenthèses, Allan Kardec. Et là, c'est là où vous trouverez le vrai, enfin, dans de bien meilleurs termes, la définition du spiritisme. Parce que ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on voit ici dans le premier paragraphe du texte, c'est que le mot spiritisme a été inventé par Allan Kardec. Il n'existait pas en France avant sa première utilisation le 18 avril 1857 dans la première édition du Livre des Esprits. Donc, le spiritisme, c'est un néologisme. Et ce qu'on a mis le spiritisme Allan Kardec, c'est de dire, bon, ben, on va prendre le spiritisme tel que Allan Kardec l'a défini, et pas comme ça a été déformé par des gens qui ne connaissaient pas ou qui aggloméraient tout et n'importe quoi dans la définition du mot, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, qu'est-ce que Kardec, qui a créé le mot, entendait par ce mot? Et à l'époque, le mot spiritisme sans E existait déjà en anglais. On a trouvé 2 ou 3 références dans des livres en anglais qui datent d'avant 1857. Mais on y voit que le mot spiritisme en anglais, il était utilisé dans un autre sens, et dans un sens un peu différent du sens en français. D'un autre côté, au début du spiritisme, hein, donc après les phénomènes de Higgsville en 1858, en 1848, pardon, le fameux épisode des maisons hantées de la famille Fox, il y a un mouvement qui s'est créé aux États-Unis et en Angleterre pour étudier ben, ces phénomènes de maisons hantées ou de dialogues supposés avec des défunts qu'ils ont appelé le spiritualisme. Et même, ils y adjoignent aussi l'adjectif moderne. Donc, ils ont appelé le spiritualisme moderne. Et donc, Kardec, quand il a commencé à étudier donc les tables tournantes, enfin, ces mêmes phénomènes ici en France, il a dit, bon, spiritualisme, c'est un mot qui a déjà un sens en France, hein, c'est-à-dire comme toutes les personnes qui croient qu'elles ont autre chose que uniquement un corps physique, donc qui croient avoir une âme ou un esprit, qui, entre autres, survit après la mort, ou pas hein, d'ailleurs, sont spiritualistes. D'accord? Donc, spiritualiste et spiritualisme, c'est un mot qui avait déjà plusieurs sens en français, et donc lui en donner un nouveau, ça aurait été augmenter un peu la confusion. Et c'est pour ça que Kardec a préféré définir un nouveau mot qui est spiritisme.
Et il nous le dit dès l'introduction du livre des esprits. Donc, vous prenez le premier livre des esprits de 1857, ou d'ailleurs la révision, hein, puisque l'introduction, elle n'a pas beaucoup changé dans la révision. Dans le premier paragraphe, il dit que pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux, hein, pour que le langage soit clair, hein, pour éviter la construction, la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes. Il parlait aussi d'amphibologie, hein. L'amphibologie, c'est un mot qui veut dire plusieurs choses et qui parfois veut dire une chose et son contraire. Donc, quand on a des mots comme ça qui veulent dire une chose et son contraire, si on parle à une assemblée de 10 ou 15 personnes, vous avez une partie qui va comprendre une chose et l'autre partie qui va comprendre le contraire. Donc, ce que vous voulez transmettre ne peut pas être transmis de façon claire et sans ambiguïté si vous utilisez un mot qui est flou, qui a plusieurs sens. Alors, attendez, je vais quand même regarder de temps en temps s'il y a une main levée ou pas. Non, je vois. Ah oui, c'est un petit point rouge, c'est sur la conversation et je suppose que, voilà, c'est le... Merci pour les liens. Donc, nous dirons donc que la doctrine spirit ou le spiritisme a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou être du monde invisible. D'accord? Donc, la doctrine spirit, alors là, il y a un autre mot qui est le mot doctrine. Alors, ce mot, contrairement aux apparences, il a un sens qui est assez clair, mais qui est souvent mal compris. Parce qu'on confond beaucoup le mot doctrine avec endoctrinement. Vous voyez, endoctrinement, c'est le lavage de cerveau, le bourrage de crâne, etc. J'exagère un peu. Et en fait, une doctrine, c'est pas ça du tout. C'est tout simplement une idée qui est partagée par un certain nombre de personnes. On appelle ça une doctrine. Vous pouvez avoir une doctrine politique, une doctrine philosophique, ou une doctrine religieuse, hein. Ça ne veut pas dire que c'est un endoctrinement, c'est quelque chose qui est imposé, c'est tout simplement un enseignement ou une philosophie. C'est pour ça que on utilise plutôt aujourd'hui le mot philosophie, hein, on dit la philosophie spirit, mais sachez que c'est l'équivalent de la doctrine spirit quand le mot doctrine, il est bien compris, hein. Donc la doctrine spirit ou le spiritisme donc, a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou être du monde invisible. D'accord? Donc, c'est là la manière dont Kardec a défini le mot spiritisme, donc qui est un néologisme, hein, un mot que lui-même a inventé et défini en 1857. Et pour compléter le vocabulaire, les adeptes du spiritisme sont les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes. Bon, on utilise plutôt spirit, spiritiste, c'est relativement rare, mais on trouve le mot spiritiste plutôt en Angleterre ou alors parfois on le trouve aussi en portugais ou en espagnol. Mais en français, on utilise plutôt le mot spirit, d'accord? Voilà, et donc c'est ça qui est assez intéressant et pour les traducteurs notamment, hein, quand vous regardez, quand on traduit de français en anglais ou quand on traduit d'anglais en français, le mot spirit ou spiritisme, il se traduit en anglais par spiritualisme, voyez, et vice-versa, hein. Parce que, encore une fois, pour les Anglais, le mot spiritisme existe, mais il a un sens un peu différent, d'accord? Et donc, ce qui fait que dans les années 1920, il y avait une fédération spirit internationale. Et en anglais, ça se traduisait International Spiritualist Federation. C'était la même chose. Alors, est-ce que les spirites français et les spiritualistes anglais sont parfaitement alignés et d'accord sur tout? La réponse, là aussi, c'est non, hein, parce que par exemple, les spirites ont dans les principes de base la réincarnation, hein, qu'on verra dans une leçon un peu plus tard, dans quelques semaines. Alors que chez les spiritualistes anglais, vous en avez une partie du moins
n'est pas de l'avis qu'on peut se réincarner sur la Terre. Donc, entre les spirites et les spiritualistes, il y a quand même quelques petits points comme ça de différence. Par contre, les spirites ou les spiritualistes sont d'accord sur l'essentiel, donc sur l'existence de l'âme, sa préexistence d'ailleurs, avant le corps physique. Les réincarnations se font sur d'autres planètes, on a d'autres vies sur d'autres planètes, mais pas sur la même planète. Enfin, ça dépend des spiritualistes. Et la communicabilité entre les esprits et les morts, hein. Donc les relations du monde matériel avec les esprits ou être du monde invisible, donc la médiumnité est parfaitement admise. Et aussi le principe d'évolution de l'esprit, hein, et l'existence de Dieu, donc comme intelligence suprême, cause première de toute chose. Ça, ce sont des points fondamentaux qui sont partagés entre les spirites et les spiritualistes. Donc, ouais, sur l'essentiel, ils sont d'accord et c'est pour ça que dans cette fédération spirit internationale, ils étaient ensemble. Alors, ça parlait beaucoup de réincarnation, évidemment, c'était inévitable, mais sur tous les autres points, ils étaient d'accord. Et alors, pour avoir une définition plus précise du mot spiritisme, Kardec l'a donné dans un livre qui pose d'ailleurs la question, hein, qu'est-ce que le spiritisme? C'est un petit livre qu'il a fait et qui a une petite centaine de pages, hein, qu'il a fait justement pour que les personnes qui ne veulent pas lire le livre des esprits, qui fait 400 ou 500 pages, puissent avoir un premier aperçu de ce que c'est que le spiritisme en lisant, disons, de façon plus rapide, dans un livre un peu plus court. Et tout au début, bah, il répond à la question en disant que le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Donc, on va essayer de disséquer un peu cette définition. Le spiritisme est une science. Alors là, aujourd'hui, vous aurez beaucoup de personnes qui vont contester cela, hein, notamment les académiciens et les scientifiques, en disant, ben non, c'est pas une science qui est officiellement reconnue, etc. Et la raison en est en fait relativement simple, c'est que la science d'aujourd'hui, euh, elle suit un dogme, mais alors le dogme dans le vrai sens du mot, quoi, matérialiste. C'est-à-dire que pour la majorité des scientifiques aujourd'hui, hein, des académiciens, l'esprit n'existe pas, hein. Il y a la matière, le corps physique est la seule réalité qui existe dans l'univers. Et donc, ils sont dans un paradigme matérialiste. Alors, vous pouvez leur parler de l'esprit. Eux, ils vont comprendre l'esprit comme étant le produit du cerveau. C'est le cerveau qui génère la conscience et qui génère l'esprit. Voyez? Alors que c'est là où vous voyez la confusion qu'il peut y avoir dans les mots. Ils vont comprendre le mot esprit d'un point de vue matérialiste. Alors que nous, quand on utilise le mot esprit, on le comprend d'un point de vue spiritualiste, hein. Pour le spirit, contrairement au paradigme majoritaire dans la science, c'est pas le cerveau qui génère l'esprit, mais c'est l'esprit immatériel, hein, qui agit sur le cerveau, agit sur le corps physique et notamment sur le cerveau. Donc le cerveau n'est pas l'origine, c'est juste l'intermédiaire ou le transmetteur. En d'autres termes, le cerveau, c'est un peu comme la radio, hein, et l'esprit, ben, c'est un émetteur qui est quelque part avec des gens devant des microphones et tout. L'intelligence, elle n'est pas dans la radio. La radio ne fait que transmettre l'émission ou le texte, hein. Et le point de vue des spirites, c'est exactement ça. C'est que c'est l'esprit où réside l'intelligence et donc qui se communique, enfin, qui se transmet, qui se matérialise, si vous voulez, par l'intermédiaire du cerveau, dans le corps physique. Donc, alors, ça, c'est le premier aspect. Donc, les scientifiques, comme ils refusent, alors j'ai parlé de dogme a priori, puisque personne n'a jamais réussi à prouver que l'âme n'existe pas. Personne n'a jamais réussi à prouver que la matière, c'est la seule réalité qui existe dans l'univers. Bien au contraire, hein, vous avez de plus en plus de scientifiques aujourd'hui qui se convainquent de l'inverse, hein.
Il y en a un qu'on entend beaucoup, c'est Philippe Guillemot. Il donne beaucoup de conférences, hein. Il dit que dire que la conscience est générée par le cerveau, c'est quelque chose d'incroyablement réducteur qui nous enlèverait tout le libre arbitre, hein, par exemple, en disant que bon, bah, si je suis un criminel, par exemple, bah, c'est la faute à mon cerveau, c'est mon cerveau qui est mal câblé, les neurones qui sont mal branchés ou connectés, et donc moi, j'y peux rien, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On est comme une machine, hein, si c'est c'est le cerveau qui génère la conscience. Alors que on a un libre arbitre, hein, et ce libre arbitre, et vous avez différents aspects de la conscience qui ne peuvent pas être le produit du cerveau ou du corps matériel. Et en fait, les philosophies spiritualistes ou dualistes sont très anciennes, hein. Vous les aviez chez Socrate, chez Platon. Donc, vous voyez, on parle de millénaires avant Jésus-Christ, etc. Enfin, voilà, très anciens, même Pythagore, hein. Et au cours dans l'histoire de la philosophie, vous en avez toujours eu, évidemment, toutes les religions sont spiritualistes, hein. Elles partent du principe de l'âme. Et ensuite, plus récemment, hein, donc avant Kardec même, au début du 19e siècle, vous aviez par exemple en France une philosophie qui s'appelle le spiritualisme rationnel, qu'on trouve aussi parfois sous le nom de spiritualisme français, qui a été une philosophie qui a été développée par un philosophe qui s'appelle Mendebiran. Donc la plupart d'entre vous n'en ont probablement jamais entendu parler. Et quand vous en parlez à des philosophes, même des philosophes universitaires, des docteurs en philosophie, ils disent ah oui, oui. Bon, ça, ils connaissent, mais quand vous regardez, il n'y a pratiquement aucun travail, aucune étude, aucune thèse qui est faite sur ce spiritualisme rationnel. Et la raison, là encore une fois, c'est la même que celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est que la philosophie aujourd'hui se base sur un modèle, sur un paradigme qui est matérialiste, hein. Dès qu'on parle d'esprit, ça contrarie un peu, ça les dérange. Et donc c'est pour ça que cette philosophie spiritualiste, elle est très peu connue, très peu divulguée. Alors que au 19e siècle, elle avait été enseignée dans les universités, dans les collèges, peut-être pas dans les collèges, mais dans les lycées, hein. Et que c'est pour ça que les contemporains de Kardec étaient tous un peu spiritualistes. Ils ont pas été éduqués suivant un dogme matérialiste, ils ont été éduqués avec une ouverture sur une âme qui est indépendante du corps. Et c'est ça qui a fait que le spiritisme a eu tellement de succès quand il est sorti au milieu du 19e siècle. D'accord? Excusez-moi de vous interrompre, Charles, Oui. juste pour vous signaler que Franck a levé la main depuis un petit instant. Ah, merci Christiane. Alors J'en prie. Franck, Oui, bonjour Charles. bonjour. Je, cette image du poste de radio et d'une émission qui provient de l'extérieur est intéressante et ça me fait penser à une petite anecdote. Une fois, j'ai eu une conversation avec une personne qui était assez sceptique et j'ai utilisé cette image justement. Et il m'a Oui, dit, mais, oui, mais bon, non, ça tient pas debout parce que regardez, alors je travaille dans le domaine médical, hein. Et il m'a oui. dit, oui, mais il suffit d'avoir un AVC ou des choses comme ça, puis en fait, la conscience est brouillée, donc ça prouve bien que finalement, la conscience provient du cerveau. Ce à quoi je lui ai répondu, bah, écoutez, sur un poste de radio, si vous avez un des transistors ou un des pièces essentielles qui ne fonctionnent plus, eh ben, en fait, vous ne captez plus l'émission non plus. Alors, sur le coup, il s'attendait pas à cette réponse, mais il a pas réussi à accepter l'idée, quoi. C'est pour lui en fait la conscience était sécrétée par le cerveau et ne pouvait pas être extérieure au cerveau. Et Mhm. donc, enfin moi personnellement, je trouve qu'au contraire cette image du poste de radio comme relais d'une source extérieure est tout à fait intéressante, quoi. Ben, tout à fait. C'est-à-dire que la question, c'est juste une question de la cause et de l'effet, hein. Oui. Ce qu'on voit dans le cerveau, c'est l'effet, la cause est ailleurs, hein. Et
Vous avez extrêmement bien répondu, alors que, et vous avez vu la réaction de la personne, c'est-à-dire, il est vraiment sur un a priori, hein, même les meilleurs arguments. Alors, c'est une petite graine qui aura été semée, qui le fera réfléchir un jour, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est enfermé dans le dogme matérialiste. Et Oh, quand vous écoutez des scientifiques comme Philippe Guillemot ou comme Jean-Jacques Charbonnier, hein, qui était anesthésiste, ben c'est pareil, hein, ils disent c'est purement, donc les scientifiques critiquent l'Église parce que l'Église a des dogmes, hein. Donc le dogme religieux, alors c'est pas, le dogme aussi c'est un mot qui a plusieurs sens, hein. Euh, mais le dogme religieux c'est quelque chose qui est pris comme une vérité, enfin quelque chose qui est gravé dans le marbre, quelque chose auquel on doit croire parce que c'est écrit. La religion, c'est typiquement ça. D'accord? Et donc, les scientifiques, le paradigme matérialiste chez les scientifiques, il a aussi ce caractère dogmatique fort, c'est-à-dire, non, il n'existe que la matière dans l'univers, personne ne l'a jamais prouvé, pourtant, ils en sont tous convaincus. Alors pourquoi est-ce que la majorité des scientifiques s'enferment dans le dogme? J'ai eu le même genre d'expérience que vous, Franck, hein, quand j'ai parlé un jour avec une psychologue, parce que là aussi, psycho, ça veut dire âme, hein, en grec, et logie, ça veut dire étude. Donc, psychologie, c'est l'étude de l'âme, hein. Mais la psychologie aujourd'hui, elle est basée sur un paradigme essentiellement matérialiste, hein. Et donc, dans la revue Spirit, hein, Kardec a mis comme sous-titre Journal d'études psychologiques, parce qu'à son époque, la psychologie étudiait effectivement l'âme, hein. La psychologie n'était pas, ne suivait pas encore un paradigme matérialiste comme aujourd'hui, hein. Et une personne récemment, parce que la revue Spirit, on l'édite toujours et on a gardé le même titre que Kardec, ils nous disent, mais pourquoi vous mettez ce sous-titre alors que ça n'a rien à voir avec la psychologie? Je dis, ben, c'est la psychologie qui n'a plus rien à voir avec ça, parce qu'à l'époque, la psychologie était bien spiritualiste. Donc aujourd'hui, la psychologie, comme la philosophie, comme le reste de la science, alors c'est pas 100%, hein. Vous avez quelques scientifiques et quelques philosophes et quelques psychologues qui sont quand même ouverts à la spiritualité, mais qui sont encore en minorité. Le reste suit un dogme, un paradigme, comme on dit dans les termes scientifiques, essentiellement matérialiste. D'accord? Et c'est là où vient le problème, parce que et c'est bien d'écouter les Charbonniers puis les Guillemot parce qu'ils y vont vraiment, ils sont durs, hein, parce qu'ils disent c'est incroyablement réducteur, on est dans un pays sous-développé spirituellement. Enfin, ils utilisent vraiment des formules choc fortes pour interpeller les personnes. Mais vous avez aussi plus largement des mouvements comme euh, Open Science, hein, qui ont rédigé ce qu'on appelle le manifeste pour une science post-matérialiste. Donc, vous pouvez le trouver sur openscience.org. Vous verrez qu'il y a plusieurs centaines de scientifiques qui ont dit, voilà, on ne peut pas rester dans ce paradigme matérialiste. La science se doit d'être neutre et objective. La science ne peut pas avoir d'a priori ni de dogme. Elle doit observer les phénomènes de la nature tels qu'ils sont, notamment les expériences de mort imminente, les phénomènes médiumniques, de précognition, de matérialisation, d'ectoplasmie, etc. Donc tous ces phénomènes qui vont dans le sens de prouver qu'il existe d'autres réalités de la matière. Et quand vous le, regardez Philippe Guillemot, oui, Franck? je dis, le souci, c'est que, enfin, je parle en particulier dans l'univers médical, c'est que tenir ce genre de langage peut potentiellement mettre la personne en danger sur un plan professionnel, quoi, parce que ça ne cadre pas avec. Et ça, c'est vraiment problématique, quoi. Alors, je crois que Charbonnier, il a fini par se faire exclure, hein, par l'ordre des médecins, hein. D'accord. Mais bon, parce qu'il est peut-être allé trop loin, hein, notamment dans sa TCH, où bon, ils ont certainement trouvé des points sur lesquels il n'était peut-être pas assez prudent. Maintenant, l'ordre des médecins ne peut pas interdire à un médecin de croire en une religion ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, D'avoir ouais. des idées spiritualistes.
le danger vient que quand il déroge fortement, par exemple, des pratiques qui sont reconnues au nom du spiritualisme. Et alors, quand on sort du domaine médical, vous avez aujourd'hui des gens, la pseudo-médecine, comme on dit, qui est effectivement réellement en danger. Et nous, Spirit, on est les premiers à le dire, de dire que les gens qui disent ah ben non, vous pouvez arrêter tous les traitements parce que votre problème est que spirituel, il n'est pas physique, ça c'est extrêmement dangereux. Donc nous, Spirit, on n'ira jamais, on dira toujours aux personnes vous suivez un traitement, vous voyez déjà un psychiatre, surtout, vous n'arrêtez pas, vous continuez à le voir. Hein, parce que présenter le traitement, l'aide spirituelle, comme étant quelque chose de complémentaire à la médecine traditionnelle du corps physique. Quand le problème, même d'origine spirituelle, a un effet sur le corps physique, il faut bien traiter le corps physique. Et c'est ça le but de la médecine. Hein. L'aide spirituelle, elle est complémentaire parce que elle va essayer d'aller chercher la cause, qui est donc spirituelle, et en traitant cette cause, faire de sorte que l'effet diminue ou disparaisse. Hein, on voit toujours dans une complémentarité. Donc, il faut toujours avoir cette position dans les spirites, justement pour éviter ce genre de problème. Et par exemple, un spirit n'a pas le droit de faire un diagnostic, n'a pas le droit de faire une prescription. Il y a un certain nombre de choses qui sont clairement interdites et que donc les spirites ne font pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui, même sans être médecin, se lancent dans ce genre de choses. Et là, évidemment, ils s'exposent soit à l'exclusion de l'ordre de médecin, soit à être attaqué pour pratique illégale de la médecine. Vous voyez? Donc la matière, c'est la matière. La science, la médecine fonctionne. Elle fait des miracles. Hein. L'autre jour, je me suis cassé le poignet par une chute. Enfin, voilà, j'ai été opéré. Aujourd'hui, le poignet qui a été opéré marche mieux que l'autre. Donc la médecine fait vraiment des miracles. Hein. Donc, c'est une science qui fonctionne très bien. Hein. Je suis passé plusieurs fois sur la table d'opération et très reconnaissant vis-à-vis des médecins. Mais bon, après, il y a des problèmes qui sont d'origine spirituelle où traiter uniquement les faits ne va pas supprimer, va peut-être, comment dire, maintenir, mais ne va pas guérir. Hein. Si la cause est spirituelle, il faut essayer d'éliminer la cause. D'accord? Philippe Guillemont, lui, il va un peu plus loin. Ses livres sont très intéressants. Je vous encourage à les regarder. Il y en a plusieurs ou des conférences, hein, si vous ne voulez pas vous attaquer à un de ses livres. Parce que lui, il dit, dans la matière, il n'y a pas assez d'informations. Hein, c'est-à-dire que les mathématiciens, les scientifiques, aujourd'hui, se rendent compte qu'il faut qu'il y ait de l'information qui vienne d'ailleurs que la matière pour pouvoir expliquer ce qu'on voit dans la matière. Hein. Alors, il prend un exemple tout simple, c'est un billard. Le billard, normalement, quand vous donnez une impulsion sur une boule, avec tous les paramètres mécaniques de frottement et autres, vous arrivez à très bien voir la trajectoire de la boule. Avec l'angle dans lequel elle va taper sur une autre boule, ça va calculer l'effet que ça donne à l'autre boule, et etc., et ainsi de suite. Eh ben, les mathématiciens se rendent compte qu'au bout de 3 ou 4 bons, il n'y a plus assez de données. Les données ne sont pas assez précises, ils n'arrivent plus à expliquer, à calculer ce qui se passe. Et il va même plus loin en disant que, de par la mécanique quantique, par exemple, ben, l'espace, il est pixelisé. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un pixel, hein. Sur l'écran de votre télé, vous avez des pixels, ça veut dire l'image, elle n'est pas continue. Hein. Vous avez un petit point, en 3 couleurs quand c'est des couleurs, et donc vous avez un certain nombre de points en largeur, un certain nombre de points en hauteur. Si vous mettez la loupe, au bout d'un certain moment, vous voyez des points et vous ne voyez plus l'image. Hein. Eh ben, la mécanique quantique nous explique que l'espace est pixelisé aussi. Hein. Quand vous allez vraiment dans l'infiniment petit, ben, vous pouvez plus, à un moment donné, vous ne pouvez plus aller plus loin. Et donc, la précision qu'il faudrait pour calculer la trajectoire des balles, elle est plus grande que cette pixelisation de l'espace. Vous voyez? Donc, par là, il dit, ben, forcément, ça ne tient pas. Et encore plus pour expliquer le vivant, il y a forcément de l'énergie, de l'information qui vient d'ailleurs. Et lui, il dit, ben, elle vient du vide. Hein. Alors, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, mais comment ça, il vient du vide? Après, quand on se met dans sa manière de penser,
qu'est-ce que c'est que la définition du vide? Vous voyez, on en est toujours encore au mot. Mais le vide, c'est tout ce qui n'est pas matériel. D'accord? La matière, donc c'est les particules, les atomes, les molécules. Il y a aussi le rayonnement électromagnétique, la lumière, hein, tout ça, ça fait partie de la matière. Et le vide, bah, c'est quand vous sortez, et encore même les rayonnements électromagnétiques et la lumière se propagent dans le vide, vous voyez, donc il faut bien qu'il y ait un support pour que ça puisse, pour qu'il puisse se propager. Et donc dans le vide, il y a aussi des phénomènes quantiques qui se passent. Vous savez que, bon, je suis peut-être un peu loin, vous coupez-moi si c'est trop rébarbatif. Il y a des particules, hein, donc un proton, un neutron, un électron sont des particules. L'électron, par exemple, vous avez une antiparticule qui s'appelle le positron, hein. Et donc, quand vous mettez un électron et un positron ensemble, hop, ils se disparaissent, hein. La matière disparaît, se transforme en énergie. D'accord? Et bien, dans le vide, vous avez des réactions que de rien sort une particule et son antiparticule qui ensuite viennent s'annuler. Et donc, ce sont des phénomènes qui se produisent un peu partout dans le vide, hein, d'après les calculs de mécanique quantique et d'après les observations. Donc, ça prouve bien que le vide, il y a autre chose dans le vide, hein. Et en fait, ce que Philippe Guillemont appelle le vide, c'est tout ce qui n'est pas matériel. Donc, les esprits, le monde des esprits, même la semi-matière, le père-esprit, etc., comme on verra plus tard, fait partie de ce qu'il appelle le vide. Donc, ce qui dit, hein, il y a de l'information qui vient du vide, d'où on peut le comprendre comme il y a de l'information qui vient de l'esprit ou qui vient du monde spirituel, qui est nécessaire pour expliquer ce qui se passe dans le vivant. Vous voyez? Donc, les scientifiques se rapprochent, hein, et notamment ceux du manifeste pour une science post-matérialiste. C'est une idée qui commence à faire son chemin. Elle est encore minoritaire, hein, dans la communauté scientifique, même si, alors pour parler de la médecine, il y a aussi le mouvement spirit francophone a organisé enfin une quinzaine de congrès médecine et spiritualité avec des médecins brésiliens et du monde entier, y compris Charbonnier d'ailleurs, Mario Beauregard, Pim Van Lommel et beaucoup d'autres, hein, qui sont venus donner des conférences dans ces congrès. Et toutes les vidéos sont mises sur la chaîne YouTube qui s'appelle Médecine et Spiritualité, qui est aussi du mouvement spirit francophone. Et donc là, vous avez une centaine de conférences de médecins qui vous disent il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer avec le point de vue purement matérialiste, ou qui vous montrent, comme Rupert Sheldrake par exemple, hein, les bénéfices qu'il peut y avoir et les milliers d'études qui ont été faites sur des thèmes liés à la spiritualité et la santé, ou à la religiosité et la santé. Et donc c'est vraiment une idée qui commence à faire son bonhomme de chemin. Et ce qui va se produire, alors, il faut espérer que ce soit le plus tôt sera le mieux, mais ça peut encore durer un certain temps, c'est justement ce changement de paradigme. C'est-à-dire que la médecine ou la science ou la philosophie sortent de ce paradigme réducteur que je représente souvent, enlève ses œillères, hein, pour voir le monde d'une façon plus large, pour voir l'être humain de façon intégrale ou holistique. Voilà, après, on peut utiliser les adjectifs qu'on veut. D'accord? Et en fait, la grande valeur ajoutée qu'a apporté Kardec, quand on revient à la définition, quand il dit que c'est une science, c'est qu'on voit que, ben, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a observé les phénomènes. Donc les phénomènes, ce sont des effets. Il a cherché à remonter aux causes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'où ça vient? Est-ce que ça vient du médium? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a des ficelles? Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est l'électricité? Il a vraiment utilisé, comment dire, la méthode scientifique pour observer, pour de ces phénomènes qui ont été observés, et remonter aux causes. D'accord? Donc, il a, au lieu d'avoir des dogmes, hein, bon ben voilà, c'est écrit, ou l'opinion d'une personne ou d'une autre, non, il a vraiment suivi une méthodologie qui est scientifique. Et d'ailleurs, là aussi, vous pouvez trouver un article que j'avais écrit il y a une vingtaine d'années, si pas une trentaine, Le spiritisme est-il une science? Et je m'étais basé sur des articles qui ont été faits par un professeur brésilien de l'université de Campinas, qui était justement professeur d'épistémologie ou de méthodologie scientifique, si vous préférez.
Et donc, cette discipline a été développée beaucoup au cours du XXe siècle hein, par des scientifiques comme Karl Popper, Imre Lakatos ou Thomas Kuhn ou Paul Feyerabend ou d'autres hein, que je cite dans l'article et qui expliquent qu'est-ce que c'est qu'une science. Et donc, voilà ce que c'est qu'une science aujourd'hui. Par exemple, Thomas Kuhn, qui est le plus connu aujourd'hui, il parle de la théorie des révolutions scientifiques. Hein. Lakatos, il avait introduit le critère de falsifiabilité. Hein, ça veut dire qu'une loi scientifique n'est vraie que jusqu'au jour où quelqu'un démontre qu'elle est fausse ou incomplète. Donc, la mécanique newtonienne, elle a été vraie jusqu'au jour où Einstein est venu dire bon, elle fonctionne dans certaines limites, mais quand on sort de ces limites, ça ne suffit pas. Il faut passer à la mécanique relativiste. Voyez. Et donc, la science, Kuhn, il parle de paradigme, donc un modèle de la science, qui explique les connaissances à un moment donné de l'évolution de la science. Et au fur et à mesure, il commence à y avoir des anomalies, il commence à y avoir des choses qui ne sont pas bien expliquées ou qui dévient par rapport à ce paradigme. Donc là, il parle de crise. Et après ce genre de crise, il peut y avoir ce qu'il appelle une révolution scientifique, c'est-à-dire un changement de paradigme. Et l'exemple le typique, c'est on est passé du paradigme de la physique classique à la physique relativiste. Hein. Parce que, par exemple, la physique classique n'arrivait pas à expliquer la période de rotation de la planète Mercure autour du Soleil. Hein. Il y avait une erreur de quelques minutes hein, sur le temps que Mercure met pour faire un tour complet. Et cette erreur, elle a été complètement expliquée en prenant en compte la mécanique relativiste d'Einstein. Et d'autres phénomènes comme les rayons lumineux qui sont déviés par le Soleil, par exemple. Autre observation qui a pu être faite dans les années 1910 à l'occasion d'une éclipse. Hein, vous voyez. Et donc, ces anomalies hein, sont résolues et expliquées par le paradigme suivant qui englobe le précédent, mais qui le complète. En fait, c'est comme ça. Et donc, la pierre que Kardec a jetée dans la mare, c'est justement un autre changement de paradigme qui n'a pas encore eu lieu. C'est celui dont je parle souvent, c'est sortir du paradigme matérialiste pour passer dans un paradigme spiritualiste. Hein. Pour enlever ces œillères qui consistent à dire il n'y a que ce qui est matériel qui existe dans l'univers pour dire il y a d'autres choses qui existent dans l'univers et qui ne sont pas matérielles dans le sens où on l'entend. Et aujourd'hui, bah, vous avez beaucoup de ces anomalies. Hein. Vous avez par exemple l'univers qui est en expansion, le Big Bang, toutes ces choses-là, hein, qui sont vues et revues et remises en cause. Et bah, ça y est, maintenant on a réussi à confirmer ça, donc c'est pratiquement sûr. Et puis d'un coup, il y a James Webb qui vient qui dit ah ben tiens j'observe beaucoup de choses qui sont antérieures à l'univers. Bon alors vous voyez il y a des anomalies et le fait aussi que pour expliquer ce qu'on voit, on est obligé de considérer qu'il y a 95% de la matière qu'on ne voit pas, donc qui est de la matière noire, et 97% de l'énergie qu'on ne voit pas, qui est de l'énergie noire. Donc, ce qu'on voit, c'est 3% de l'énergie et 5% de la matière, et avec ça, on en déduit le résultat de l'ensemble. Et c'est quand même, on sent que c'est un peu faible, quoi, qu'il y a probablement d'autres explications qui sont beaucoup plus complètes et pertinentes qui sont encore à trouver. D'accord? Et c'est ça la grande révolution. Hein. Il y a des livres intitulés La Révolution Spirit hein, que Kardec a apporté. Faire sortir toutes ces questions spiritualisme des dogmes religieux et les faire entrer dans de l'observation, dans de la méthodologie scientifique. Même si c'est compliqué, parce que vous avez beaucoup de subjectifs dans les expériences religieuses. Et là, c'est intéressant de regarder, par exemple, un scientifique comme Pim van Lommel, hein, qui est néerlandais, qui a étudié les expériences de mort imminente, parce que lui dit, bah, vous avez devant vous une personne qui a fait une EMI et qui vous raconte, voilà, je suis passé dans un tunnel, j'ai vu des êtres lumineux, j'ai vu les médecins qui faisaient ci, qui faisaient ça, l'infirmière qui disait au médecin telle chose, celle qui a pris mon dentier, qui l'a mis dans un tiroir et ils ne l'ont plus trouvé après. Donc, il raconte des choses
qui sont le plus souvent subjectives. Vous ne pouvez pas vérifier s'il est vraiment passé dans un tunnel ou s'il a rencontré effectivement des aides de lumière ou pas. Vous ne pouvez pas le vérifier. Par contre, certains faits objectifs comme l'infirmière et le médecin se sont dit telle chose, ça peut se vérifier. Ou l'histoire du dentier qu'ils ont retrouvé au fond d'un tiroir, hein, que cite Pim Van Lovel, ça sont des choses qu'on peut vérifier de façon objective. Donc déjà, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Hein. Et la deuxième chose que Pim Van Lommel observe, c'est comment était la personne avant son EMI et comment elle est après. Donc tous les changements psychologiques qui ont été induits chez cette personne après être passée par cette expérience. Donc il y a quand même des choses objectives à observer dans des phénomènes que beaucoup rejettent en disant ben, c'est purement subjectif, c'est un témoignage, ça n'a la valeur d'un témoignage, etc. Même si là aussi, Raymond Moody avait jeté une grosse pierre dans la mare en montrant que ben, j'ai interrogé 100 personnes, et bizarrement, les 100 personnes, sans qu'elles se connaissent, sans qu'elles se consultent, sans que je les ai influence, disent la même chose. Donc là, il faut quand même déjà commencer à réfléchir que si 100 personnes disent la même chose, ce n'est pas des choses qu'elles inventent, mais c'est des choses qui ont effectivement une certaine réalité. Et qu'on peut faire sortir un peu de cette subjectivité pour les faire rentrer dans l'objectivité. C'est ça qui irrite un peu les scientifiques dans les phénomènes spirites, hein, c'est parce que les phénomènes spirites ne sont pas reproduisibles à volonté. Hein. Vous mélangez, vous faites de l'électrolyse de l'eau, vous pouvez le faire dans les collèges partout, ça donnera chaque fois l'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre. Il y a des expériences physiques, on peut les répéter à volonté. Il y en a d'autres, on ne peut pas. L'expérience d'une supernova, par exemple, on est obligé de l'attendre, on ne peut pas la provoquer. Donc là aussi, Flammarion dit bien, il y a la science d'observation et il y a la science d'expérimentation. L'expérimentation, c'est ce qu'on peut reproduire à volonté, mais l'observation, on ne peut pas. Et pourtant, c'est quand même de la science. Voyez, en fait, vous avez aujourd'hui plein d'arguments qui montrent que petit à petit, la prise de conscience va se faire et que ce changement de paradigme est relativement proche. On en est à combien? 150 ans, 170 ans maintenant après Alan Kardec, mais ça avance. Donc ça, c'est pour parler de la science. Alors, j'ai entendu un bling-bling. Oui. Vous pouvez le ou la laisser rentrer, autoriser. Oui, je le voilà. fais tout de suite. Excusez-moi, j'étais Voilà, en train c'est de fait. chercher quelque chose. Voilà, Clément. Alors, une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits. Hein, donc, on a une âme. Qu'est-ce que c'est que cette âme? Comment est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est matérielle? Non. Hein, donc, on n'en sait pas grand-chose encore sur la nature, mais on l'étudie. Hein. L'origine, si j'ai une âme, est-ce qu'elle a été créée en même temps que le corps ou avant, hein, et où elle va après la mort, où elle va le jour où j'aurai plus de corps matériel. Donc voilà l'essentiel de cette science spirit et de leur rapport avec le monde corporel, c'est-à-dire la communicabilité entre les âmes et les humains, hein, entre les désincarnés et les incarnés. Donc, vous voyez, c'est une définition qui tient en 2 lignes et demie et qui rend bien ce que Kardec entendait effectivement par le spiritisme. Et le fait que ce soit une science, bon, on a passé un peu longtemps là-dessus, peut être critiqué, mais pas tant que ça. Hein. Quand on y regarde de près, effectivement, Kardec a suivi une méthodologie qui était bien en avance à son époque. Il y avait déjà Descartes, il y avait déjà Auguste Comte avec le positivisme, hein, la science d'observation, mais on n'en était pas encore à l'épistémologie du XXe siècle. Hein, et pourtant, il a appliqué beaucoup de ces principes avant même qu'ils aient été conceptualisés. Et il complète, toujours dans Qu'est-ce que le spiritisme, que le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits, et comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Alors là, il rapproche en fait la science avec la philosophie. Et aujourd'hui, l'épistémologie, c'est bien la philosophie de la science. Hein.
un paradigme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est bien un principe philosophique. Hein. Et donc, le spiritisme a aussi ce paradigme. Il dit, bon, par exemple, ben, tiens, tout indique qu'on a une âme, d'où elle vient, où elle va, mais quelles sont les conséquences philosophiques? Bon, la philosophie matérialiste, quand on l'écoute, c'est de dire, on n'a qu'une vie qui va du berceau à la tombe. Après la tombe, il n'y a plus rien, tout disparaît. Hein. Et donc, la philosophie du matérialiste nous pousse à dire, bon, bah, faut en profiter un maximum tant qu'on est là, hein, quitte à passer par-dessus les autres, donc l'égoïsme, l'orgueil, la violence, je veux m'accaparer les biens des autres, etc. Hein, ce sont des conséquences directes de la philosophie matérialiste, qui est d'ailleurs à l'origine de la plupart des maux qu'on voit dans l'humanité encore aujourd'hui. Hein, des guerres, la famine et tout ça vient justement de cet égoïsme. Alors que quand on change, quand on passe du matérialisme au spiritualisme, le raisonnement, il change complètement. C'est-à-dire, on a une âme. Cette âme, elle survit après la mort. Hein. Tous les biens matériels que j'ai acquis ici, hein, le compte en banque, la maison, la voiture, etc., ça, c'est déjà prouvé, hein, avec 100% de probabilité. Le jour où je meurs, tout ça, ça va rester ici. Je n'emmène rien de tout ça. Donc, qu'est-ce que l'âme va emmener? Eh bien, elle va emmener sa conscience, elle va emmener son savoir, sa sagesse, mais elle va aussi emmener sa conscience bonne ou mauvaise, hein, ses défauts, ses regrets. Euh, dans l'au-delà, ces rancœurs, ces haines, ces inimitiés, tout ça, les âmes l'emmènent donc dans l'au-delà. Et ça découle directement de l'observation des dialogues qu'on peut avoir avec les âmes des désincarnés, hein, comme vous pouvez le voir dans Le ciel et l'enfer, deuxième partie. Et le même professeur dont je vous parlais tout à l'heure, Silvio Chibeni, brésilien, il a fait un autre article qui est remarquable, c'est le fondement de l'éthique spirit. Sur quoi le spiritisme se base pour dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Mais il se base essentiellement sur le témoignage des défunts en disant voilà, j'ai commis telles erreurs dans ma vie, aujourd'hui voilà les conséquences que je supporte à cause de ça. Ou d'autres qui disent ben, dans ma vie, je me suis sacrifié, j'ai toujours été désintéressé, etc. J'ai toujours aidé là où j'ai pu. Et puis maintenant, dans le monde des esprits, je suis récompensé au centuple, comme le disait Jésus. Je suis très bien. Voilà, je regrette absolument pas ce que j'ai fait. Ben, on peut en tirer toute une philosophie, hein, des conséquences morales, de dire bon ben il y a des choses qui euh, sont pas bonnes pour notre âme, et il y a des choses qui sont bonnes pour notre âme. Hein. Tout ce qui est matériel, ça reste là, mais l'âme, elle est immortelle. Hein. Donc vous voyez immédiatement les conséquences philosophiques de ce changement de paradigme. Et le jour où vraiment ce paradigme sortira du paradigme matérialiste et entrera dans un paradigme spiritualiste, les choses vont complètement changer dans le monde. Hein, aujourd'hui, on voit encore les discours des présidents élus américains. Enfin, moi, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui me choquent un peu. Bon, je ne veux pas vous choquer, mais il y a des maisons qui brûlent à Los Angeles. Là, c'est ce qu'on a vu cette semaine à la télé. Hein, je pense que vous l'avez tous vu. Et il disait, mais le gouvernement de Californie, c'est un idiot parce que quand les maisons ont brûlé, il va recueillir moins d'impôts. Je dis, mais c'est complètement dingue d'écouter un raisonnement comme ça. Il y a des personnes qui sont décédées, qui sont mortes. Non, c'est ce qui lui compte pour lui, ce sont les impôts, quoi. Je caricature un peu. Hein. Il est certainement pas tout à fait comme ça, du moins je l'espère, hein, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui sont absolument incroyables. Ou du genre, tiens, ben moi, le Groenland ou le canal du Panama, ça m'intéresse. Tout le monde s'est offusqué en disant, mais comment ça se fait que la Chine veut Taïwan ou que la Russie veut l'Ukraine? Et là, du coup, ah ben non, moi, je veux le Groenland. Enfin, bon, il y a vraiment des choses. On voit vraiment cette vision étroite, hein, j'en profite un maximum tant que je suis là. Parce que, bon, après, au niveau spirituel, celui qui a retiré la liberté des autres, ou qui a oppressé, ou qui a torturé ou qui a fait la guerre, qui a des dizaines, voire des centaines de milliers de morts sur la conscience,
hein, comme je vous dis, le jour où il arrivera dans le monde spirituel, ce sera peut-être un peu compliqué, hein, notamment de tous ces centaines de milliers de victimes. Vous en avez qui vont pardonner, mais vous en avez d'autres qui ne pardonneront pas, qui persécuteront, et ça ne doit pas être drôle de se retrouver dans ce genre de situation, hein. On voit, vous voyez, le point de vue, quand on part du matérialisme au spiritualisme, change complètement. Et ça s'applique sur plein d'autres questions. Des questions comme l'euthanasie, hein, le droit de mourir dignement, hein, comme on dit. Est-ce qu'on a demandé à des euthanasiés, l'esprit d'un euthanasié, ce qu'il en pense? Alors ça y est, hein, Christiane, on commence à en publier quelques-uns, hein. On sait, l'autre jour, je me suis un peu plaint, hein, en disant, tiens, on n'a pas grand-chose sur l'euthanasie, hein. Les esprits guides qui sont là, dans les prochaines réunions médiumniques, paf, on a eu des esprits d'euthanasiés qui sont venus se communiquer, hein. Et en disant, voilà, moi je militais pour le droit de mourir dignement. Quand j'étais malade, je suis allé en Suisse pour appuyer sur le bouton pour le suicide assisté, si vous voulez. Et aujourd'hui, je le regrette profondément. C'était une grave erreur. Vous voyez, la personne qui arrive dans le monde spirituel, quand elle voit les conséquences de ce qu'elle a fait, hein, que ce n'est pas la fin de tout, elle s'est rendue compte que la mort, elle n'était pas aussi digne, aussi douce que ça. Et donc, le point de vue change complètement. Vous voyez, quand on se pose toutes ces questions sociétales, si on les voit d'un point de vue exclusivement matérialiste, on peut se tromper, hein. Il faut les voir d'un point de vue global et spiritualiste. Alors, on va continuer. Et donc, là, on parle donc des conséquences philosophiques, les conséquences morales qui découlent de ces relations. Alors, vous avez beaucoup de scientifiques qui ont étudié les phénomènes psychiques, comme on dit, ou paranormaux, par exemple les parapsychologues ou les métapsychistes. Voilà, il y a beaucoup de scientifiques qui ont étudié effectivement ces phénomènes-là, mais ils ont toujours critiqué Kardec en disant non, lui, il est allé trop loin, alors que ce n'est pas encore établi, ce n'est pas encore démontré qu'on a une âme. Bon. Même Flammarion était un peu comme ça, hein, même s'il était quand même assez fortement convaincu. Il a reconnu, hein, quand il a fait son discours sur la tombe de Kardec, qu'il a peut-être bien fait, il a certainement bien fait d'aller jusqu'au bout de ces conséquences morales qui en découlent. Pourquoi? Parce que le spiritisme a fait quand même beaucoup de bien, hein. Vous avez des personnes inconsolables qui ont été consolées, des gens qui étaient au bord du suicide et qui ont retrouvé le goût de vivre. Le spiritisme a énormément aidé. Vous avez, entre-temps, des milliers d'œuvres d'assistance sociale dans le monde, notamment au Brésil, qui existent sur la base du paradigme spirit. Encore aujourd'hui, vous avez des spirites qui aident gratuitement, de façon complètement désintéressée, toutes les personnes qui sont dans le besoin ou dans le deuil ou autre. Donc, si on attend que la démonstration, si on avait attendu que la démonstration de l'âme soit faite avant de passer à ses conséquences morales, tous ces bienfaits n'auraient pas eu lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Le spiritisme ne serait pas ce qu'il est si Kardec n'était pas justement allé jusqu'au bout. Alors qu'aujourd'hui, la preuve, c'est pareil, c'est une notion scientifique, une preuve absolue n'existe pas, hein. On parle plutôt de convergence de preuves. La preuve absolue n'existe que dans la théorie, dans les mathématiques, mais dans les sciences, la preuve absolue n'existe pas, hein. Donc, la preuve absolue de l'existence de l'âme, on peut l'attendre encore pendant des millénaires, hein. Donc, vous voyez, alors que on peut déjà commencer à faire du bien avec toutes ces conséquences. On peut déjà appliquer ces conséquences philosophiques et morales qui découlent du fait qu'on a une âme, qu'elle survit après la mort, etc., hein. Et comme ce sont des choses qui vont vers le bien, ce serait quand même dommage de s'en priver. Voilà. Alors Kardec continue en disant que de même que la science proprement dite a pour objet l'étude des lois du principe matériel, donc de tout ce qui est matière, hein, particules, atomes, chimie, tableau de Mendeleïev, voilà, mécanique, électromagnétique, électricité, etc., hein, c'est la science optique, hein, la science.
L'objet spécial du spiritisme est la connaissance des lois du principe spirituel. Qu'est-ce que l'esprit? Comment l'esprit agit-il sur le corps? Il y a un corps intermédiaire semi-matériel qui est le Père-Esprit. Donc, ce Père-Esprit fait partie du principe spirituel puisqu'il n'est pas matériel, il est semi-matériel. La science n'est pas encore arrivée au Père-Esprit. Et ben, tout ce qui est Père-Esprit, Esprit, c'est l'objet spécial du spiritisme. Il s'occupe plus particulièrement de cela. Mais il reste, bien sûr, 100% compatible avec les lois du principe matériel étudiées par la science. Il va explorer la partie spirituelle au-delà de la partie purement matérielle. Donc là, ça c'est dans la Genèse, chapitre 1. Alors, ça ce sont pour ceux qui les auraient pas, tous les livres de Kardec, vous pouvez les télécharger gratuitement en PDF sur l'encyclopédie Spirit, spiritisme.net. Ou alors vous pouvez aussi les acheter si vous les préférez en papier, sur assokardec.fr chez Jean-Pierre Pipineau, parce qu'on les a imprimés. Donc tous ces titres-là, on les a disponibles. Et donc dans le premier chapitre de la Genèse s'appelle Caractère de la révélation spirit, qui est vraiment, je dis, c'est la quintessence de la pensée d'Allan Kardec. C'est le dernier livre qu'il a écrit, et c'est vraiment d'une profondeur remarquable. J'ai déjà lu 10 ou 15 fois, mais chaque fois que je le relis, je découvre encore des choses. Alors, est-ce que le spiritisme est une religion? Voyez, donc là, on parle, Kardec, il n'a jamais dit, c'est une science d'observation et une doctrine philosophique, donc la science spirit, la philosophie spirit, mais est-ce que c'est qu'une religion? Et est-ce que c'est une religion? Et là, c'est là où, entre spirit, vous écoutez un Brésilien, par exemple, pour vous dire, le spiritisme, c'est une science, une philosophie et une religion. Et Emmanuel, le guide spirituel de Chico Xavier, il a même écrit, science et philosophie, c'est la base du triangle, et religion, c'est la partie haute du triangle. Voyez? Donc, en mettant la religion comme étant l'aspect fondamental du spiritisme. Alors que Kardec n'a jamais dit que le spiritisme était une religion. Donc là, vous avez un extrait d'un discours que Allan Kardec a fait en décembre 1868 à la Société parisienne des études spirites, qui donc a été publié. Il a fait le discours le 1er novembre et ça a été publié dans la revue du mois suivant, donc de décembre. Pareil, les revues spirites, vous pouvez les télécharger gratuitement sur l'encyclopédie Spirit et un peu partout ailleurs. Ou celle de 68, on ne l'a pas imprimée. Donc là, vous pouvez les avoir que en PDF. Et il a fait un discours justement pour expliquer pourquoi il n'a jamais dit que le spiritisme était une religion, pourquoi il n'a jamais déclaré le spiritisme comme étant une religion. Parce qu'en fait, la question, encore une fois, c'est que veut dire le mot religion? Hop, je vous invite de nouveau à aller sur Wikipédia. Et vous verrez que sur Wikipédia, vous cherchez religion, il est clairement écrit, il n'y a pas de consensus sur tout ce que veut dire le mot religion. Pour certains, c'est une recherche de les vérités fondamentales de l'absolu, une approche philosophique, etc. Pour d'autres, c'est une superstition. Voyez? Donc, c'est un mot qui veut dire une chose et qui veut dire son contraire. D'accord? Donc, c'est pareil, c'est un mot, quand on dit que le spiritisme est une religion, il y en a un qui va comprendre, le spiritisme, c'est une superstition. Voyez? Alors que au Brésil, par exemple, la religion a encore, je dirais, les perçus un peu plus positivement que chez nous. Quand vous dites que le spiritisme, c'est une religion, ça va même être pour eux un facteur pour dire, ah bah oui, ça m'intéresse. Alors qu'en France, j'ai déjà vu des personnes qui disent, moi je suis sorti d'une religion, c'est pas pour entrer dans une autre. Voyez? Donc clairement, ils ne comprennent pas le mot religion de la même façon. Et donc Kardec, il a décortiqué ça en nous disant que dans le sens philosophique, on revient à la philosophie d'avant, le spiritisme est une religion. Pourquoi? Parce que le sens philosophique du mot religion, ça vient du latin religare, donc relier les humains avec la divinité ou relier les humains entre eux. Voyez? Donc là, on a une définition du mot religion qui est positive. Voyez? Et donc, dans ce sens philosophique, oui, le spiritisme est une religion, et nous en glorifions parce que c'est la doctrine qui fonde les liens de fraternité, de la communion de pensée
non pas sur une simple convention, mais sur les bases les plus solides, qui sont les lois mêmes de la nature. Donc ça, c'est le sens philosophique du mot religion. Le problème, c'est que vous avez 10 personnes devant vous. Sur ces 10 personnes, il y en a peut-être une qui va comprendre le mot religion comme ça. Les 9 autres vont le comprendre autrement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et c'est pour ça qu'il continue en disant, pourquoi donc avez-vous nous déclaré que le spiritisme n'est pas une religion? Par la raison qu'il n'y a qu'un mot pour exprimer deux idées différentes et que, dans l'opinion générale, le mot religion est inséparable de celle de culte, qu'il réveille exclusivement une idée de forme et que le spiritisme n'en a pas. Le spiritisme n'ayant aucun des caractères d'une religion dans l'acception usuelle du mot, ne pouvait ni ne devait se parer d'un titre sur la valeur duquel on se serait inévitablement mépris. Voilà pourquoi il se dit simplement doctrine philosophique et morale. Donc c'est une science avec des conséquences et une philosophie avec des conséquences morales. Voilà ce que c'est que le spiritisme. Alors, qu'est-ce que c'est le culte? Bon, bah, c'est la messe, l'hostie, l'eau bénite, toutes ces choses matérielles, les processions, tous ces habits, les grandes cathédrales avec les pompes, avec la pompe, la vénération des saints, etc. Bon, toutes ces choses. Alors, ça va plus loin. Vous avez aussi la hiérarchie sacerdotale, hein, le Vatican. Vous avez c'est ça qui caractérise en fait le mot religion dans l'opinion générale, hein. Et le spiritisme, dans le spiritisme, il n'y a pas de chef et il ne peut pas y en avoir. Si Kardec avait une certaine autorité dans le spiritisme, c'est parce que c'était un leader, hein, ce n'était pas un chef, c'était un leader. Son autorité venait de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait, de son exemple, du travail qu'il faisait, de l'aide qu'il apportait aux autres, hein, mais pas du fait qu'il a été élu avec une fumée blanche qui sort d'une cheminée, qui est un humain comme les autres, alors qu'on le déclare infaillible. Les dogmes religieux, vous voyez, le spiritisme n'a pas ce genre de dogme imposé, hein. Le spiritisme n'impose rien. Chacun, il enseigne et chacun est libre d'étudier, de regarder, de se faire sa propre opinion. Il ne dit pas croyez d'abord et vous comprendrez après si vous le pouvez, mais il dit comprenez d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez, donc en respectant le libre arbitre des personnes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, Charles a nommé le dernier livre de Kardec, c'est la Genèse. La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme. Il y en a 5, donc c'est ce qu'on verra dans la semaine prochaine ou la semaine d'après, hein, les livres de base. Les livres principaux, c'est le livre des esprits, qui est le premier. Ensuite, c'est le livre des médiums, hein, sur la partie technique. Ensuite, il y a l'évangile selon le spiritisme, c'est sur la partie conséquences morales. Vous avez le ciel et l'enfer, hein, qui a deux parties. Une partie sur justement qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens dans ces dogmes religieux. Et la deuxième partie, c'est les témoignages des esprits qui viennent dire ce qu'ils sont devenus après la mort en fonction de ce qu'ils ont fait de leur vivant. Et le dernier livre, donc, c'est la Genèse, c'est celui qu'on a cité ici. Après, vous avez le petit fascicule, donc qu'est-ce que le spiritisme? Vous avez encore plus fin, en 32 pages, hein, le spiritisme, sa plus simple expression. Et vous avez donc toute la série de la revue Spirit, de 1858 à 1869. Ce sont les écrits de Kardec. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Oui, Charles, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous regardiez ce que j'ai mis dans la conversation pour voir si j'ai pas fait d'erreur, pour pas induire nos nouveaux amis dans mes bêtises. Alors, c'est le dernier livre, donc, c'est la Genèse, hein. Le Oui, ciel non, et mais l'enfer, c'est il y a plus haut. l'avant-dernier. J'ai mis plus haut, donc là, le regard spirit, donc je pense que je ne me suis pas trompée. Après la Pesac pour Josette et Jean-Pierre, donc pour les livres. Jean-Jacques Charbonnier, j'espère que c'est le bon. Alors, attends, je n'ai pas de son. Regard Spirit, oui, c'est bien ça. L'association Kardec, assokardec.fr, c'est aussi ça. Jean-Jacques Charbonnier, oui, c'est bien lui, hein. Philippe Guillemont, c'est lui aussi.
Le mouvement Voilà. spirit francophone? Alors, Jean-Jacques Charbonnier, il était médecin anesthésiste, hein, si je me rappelle bien. Et donc, avec une grosse approche spiritualiste, hein. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est rentré dans la TCH, ce qu'il appelle la transcommunication hypnotique. Et donc, ça attire un monde fou, hein. Et bon, il y a beaucoup d'argent qui circule. Voilà, il a un peu glissé sur une pente. Mais bon, il reste quand même assez ferme dans ses convictions, hein. Mais, voilà, il a un peu ses idées à lui. Philippe Guillemont, bon, bah, c'est un ingénieur, hein, je crois qu'il a fait l'école centrale, qui s'est spécialisé dans la physique. Donc, il est, il est spiritualiste, mais il est très prudent dans ce qu'il écrit, quoi. Il ne le dit pas de façon toujours assez claire et ouverte, même si dans ses conférences, il le dit quand même de façon assez ouverte, hein. Alors, le mouvement spirit francophone, oui. Encyclopédie Spirit, oui, c'est spiritisme.net. Ça, c'est valable. Camille Flammarion. Faut que je fasse. J'ai fait des conférences en anglais sur Camille Flammarion. Il faut que je les fasse en français parce que c'est très, très intéressant. Le ciel et l'enfer. Donc, c'est bien une des couvertures, même si c'est pas celle qu'on Oui, préfère, hein, avec bon, mais ça fait rien. Facebook ça c'était ma transcription. page Ah oui, ça Facebook. c'est oui sur l'euthanasie. Alors, Lydia nous dit l'euthanasie est une sorte de suicide et aussi un assassinat dans beaucoup de cas. Oui, alors il y a là aussi, je vous renvoie vers, on avait fait une conférence sur l'euthanasie à l'époque de la pandémie, je crois bien, c'était en 2020 ou 2021. Le suicide assisté, voilà, vous avez l'euthanasie active, l'euthanasie passive. L'euthanasie active, c'est vous injecter un produit pour faire partir la personne. Et l'euthanasie passive, c'est par exemple, ben, vous lui donnez plus à manger ou à boire, hein. C'est que euh, la personne là qui était à l'hôpital de Reims, je me souviens plus de son nom, ses parents se battaient pour le Ah maintenir en oui, vie, son épouse voulait le faire partir. Ben, en fait, à la fin, la décision juridique, ils ont coupé l'alimentation et l'hydratation, il est mort en quelques jours, quoi, hein. Donc, ça, c'est une euthanasie passive. Et après, vous avez l'euthanasie qui est un peu entre deux, hein, parce que la loi, je crois qu'elle n'est toujours pas sortie, hein. La loi sur la fin de vie, elle a été bloquée là, par les élections, qui consiste à donner des sédatifs et de la morphine et des sédatifs à haute dose. Ben, c'est une euthanasie active, hein, voilà. Et on a aussi reçu des communications d'esprit qui ont été euthanasiés, comme ça se fait couramment partout, quoi, hein. Et qui eux aussi, j'ai pas voulu ça, pourquoi ils ont décidé ça, etc. Donc, qui montre que là aussi, c'est pas toujours selon la volonté de l'esprit qui se retrouve après plus révolté qu'autre chose, quoi. C'est peut-être doux pour les survivants, hein, qui n'arrivent pas à avoir l'empathie nécessaire pour voir une personne en fin de vie, hein, ou la patience, et c'est peut-être aussi doux pour les finances. Et c'est là où malheureusement, ben, il faut tout voir, hein, parce qu'une chambre d'hôpital ou une place en palliatif, ça coûte cher à la Sécu. C'est là où voilà, hein, il y a plein de choses qui s'en mêlent, et on voit beaucoup l'aspect matériel, mais pas assez l'aspect spirituel. Et donc, alors, l'euthanasie est un assassinat, c'est peut-être un mot un peu fort, mais qui n'est pas complètement faux, hein. Voilà. Et puis, donc, si la personne demande à être euthanasiée, ben, là aussi, ça correspond à un suicide. Voilà. je voulais juste rajouter que l'avortement aussi, c'est une euthanasie. Oui, enfin, c'est pareil pour l'avortement. On peut le voir d'un point de vue matérialiste en disant, ben, la femme a le droit de disposer de son corps, ce qui est vrai, hein. Mais est-ce que l'embryon, c'est vraiment le corps de la femme ou est-ce qu'il n'y a pas des fois déjà un esprit incarné dans cet embryon? Enfin, ce qu'enseigne le spiritisme, c'est que l'embryon, ben, il y a un esprit qui est déjà lié à lui dès la conception. Et donc, que l'embryon,
n'appartient pas vraiment au corps de la... C'est pas une partie, il est hébergé dans le corps de la mère, mais c'est pas le corps de la mère. Donc, vous voyez, on change complètement le point de vue. Et l'avortement, ça consiste à expulser cet esprit de l'embryon dans lequel il est en train de s'incarner. Vous voyez, donc, ça pose effectivement des problèmes éthiques. Et c'est pour ça que les spirites disent l'avortement, c'est pas une bonne chose. Il faut vraiment tout faire pour l'éviter. La contraception, oui, aucun problème, mais une fois que l'esprit est là, il vaut mieux le laisser naître, quoi. L'expulser, c'est pas une solution sans conséquence, disons ça comme ça. C'est toujours pareil, cet esprit qui était là en train de s'incarner, si c'est un bon esprit, bon, ben, il va pardonner, il n'y aura pas de problème. Mais si c'est un esprit qui se retourne après contre ceux qui ont décidé ça, que ce soit le père, la mère, le médecin, l'assistant social ou n'importe qui d'ailleurs, il ne faut pas toujours mettre tout sur le dos de la mère, eh ben, ça peut donner des perturbations, ça peut donner des syndromes post-avortement, de dépression. Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent et dont on ne parle pas trop, mais qu'on peut très bien expliquer d'un point de vue spiritualiste. Donc voilà, l'avortement n'est pas une bonne chose, effectivement. Mais de là à parler d'assassinat ça va trop loin, quoi. On ne peut pas culpabiliser, on peut pas, il ne faut pas condamner, quoi. Il faut juste expliquer en disant, bon, si on peut éviter, évitons-le. Voilà. Donc, vous voyez, les conséquences philosophiques, elles s'appliquent à des choses du jour le jour. Parce que toutes ces lois hein, sur l'euthanasie, sur l'avortement, ne voient, tous ces gens qui militent, ils sont aussi là avec leurs œillères matérialistes. Voyez, le jour où on se rendra vraiment compte que l'âme existe, toutes ces lois vont changer. Hein, hein, parce que vous avez, par exemple, il y a des lois, il n'y a pas si longtemps que ça, qui autorisaient l'esclavage. Bon, vu que bon, l'esclavage, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, même s'il se pratique encore, l'esclavage est illégal. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont légales aujourd'hui et qui le seront probablement plus demain. Hein, les lois, avec le temps, s'adaptent à la connaissance. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Charles, oui. Alors c'est pas une question, c'est un constat. C'est vrai que enfin un constat personnel. J'ai un petit peu de mal à sortir des grands auteurs à la base comme Alan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Camille Flammarion. Ça reste quand même des auteurs fondamentaux, quoi. Oui, oui, oui. Avec le complément Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, qui est venu du Brésil, hein, qui est très précieux, même si c'est un peu coloré vert et jaune, comme on dit, hein, vert et amarelo. Bon, ça fait rien. Il y a des choses dans André Louis, Nos Solars, c'est incontestablement une référence pour l'après-vie, quoi. Hein. Donc, qui sont venus détailler, même si c'est parfois de façon un peu exagérée, les choses vues du monde spirituel, et c'est très intéressant. Pourquoi exagérer? Ben, exagérer, c'est bon. Est-ce qu'il y a vraiment des aérobus, par exemple? Bon. Est-ce qu'il y a vraiment parce qu'après vous avez d'autres livres, genre Les violettes à la fenêtre. Bon, je ne sais pas s'il il n'a pas été traduit en français. Où ben ils mangent, ils vont aux toilettes, on prend une douche. C'est vraiment pour tranquilliser les personnes, leur dire ne t'inquiète pas parce que dans l'au-delà ce sera exactement comme ici avec les douleurs en moins, quoi. Donc là, je pense que ça va un peu trop loin. Je pense que on personnalise, on humanise, on matérialise un peu trop l'au-delà. Mais dans le principe, c'est vrai que nos solars montre bien. C'est ce qui est le plus intéressant de nos solars, c'est justement de voir comment l'esprit d'André Louis se rend compte de comment il change hein, au niveau de. Il voit les erreurs qu'il a commises quand il était incarné et comment il les voit de façon différente avec la vision spirituelle, notamment avec l'épisode quand il retourne chez lui. Mais est-ce que tout ça, c'est absolument vrai? On ne peut pas le prouver, hein, mais on peut dire c'est probable, c'est plausible, disons. Voilà. Au niveau cinématographique, j'avais beaucoup apprécié un film qui date un petit peu maintenant, qui s'appelait Au-delà de nos rêves. Ouais, ça me dit quelque chose. Avec Robin Williams.
Ça me dit quelque chose, ouais. Mais je me souviens plus du film immédiatement. Je vais me le noter. Hop, est-ce qu'il y a un crayon? Au-delà de nos rêves. D'accord. Ben, il y en a d'autres. Il y a par exemple le film Ghost, qui est plus connu, Oui, hein, très un peu beau. moins récent. Donc, vous voyez, c'est un autre film qui est assez réaliste, hein, sur le monde spirituel. Même si Ghost, bon, ben, le Patrick Swayze, hein, me semble-t-il, ben, il reste quand même très longtemps proche de la Terre, quoi. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Peut-être pas tant que ça, quoi, hein. Il y a surtout Mais, pardon? Whoopi Goldberg qui incarne une La fausse médium, médium hein. charlatan et qui se révèle être. Ouais, c'est la médium, quoi, hein. Qui montre en fait des vérités fondamentales, genre les esprits Ouais. n'hésiteront pas à se servir d'une médium vénale pour arriver à leur fin quand il le faut, hein. Voilà. Ou l'autre qui donne un coup de pied dans la canette, hein, les effets physiques dans le métro, là, qui passe à travers qui saute dans le métro en marche. Enfin, voilà, Ouais. c'est un peu caricaturé, un peu imagé, mais ça nous donne en fait de bonnes notions sur la réalité. Et après, vous avez ben, tous les témoignages des EMI. Là, vous en avez des milliers et des milliers. Maintenant, enfin, à l'époque de Moody en 74 ou 15, c'était pionnier, même si quand on regarde les anciennes revues, il y a eu des EMI, il y en a toujours eu, hein. Bien Hein, sûr. vous avez des récits d'EMI dans des revues du 19e siècle. Mais bon, Moody, il a vraiment frappé un grand coup, quoi, en disant, bon, ben voilà, moi je suis dans un hôpital, j'ai vu 3, 4, 500 ou 1000 patients, et sur les 1000, il y en a 100 qui m'ont dit la même chose, ou des choses qui sont très compatibles entre eux. Donc il a frappé un grand coup, puisque ces 100 personnes, ces 1000 personnes n'avaient pas vu la revue des sciences psychiques de 1893, vous voyez ce que je veux dire. Ils ne se sont pas influencés les unes les autres. Il y a le docteur Kubler-Ross aussi qui a fait beaucoup. Elisabeth Kubler-Ross, ouais, qui a beaucoup accompagné aussi les personnes en fin de vie. Je crois que de toute façon, le phénomène des NDE est intimement lié au progrès de la réanimation, parce qu'avant, les gens décédaient, et puis voilà, Il y en quoi. avait beaucoup moins, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Le nombre de cas se multiplie. C'est pour ça que du coup, il y a plus de témoignages, hein. Parce qu'il y en a, je crois, c'est 10 ou 15% hein, des personnes qui ont un arrêt cardiaque ou des choses comme Oui. ça qui ont fait une NDE. Statistique qui existe. Parce que Charbonnier et Lallier, hein, qui a fait une Oui. thèse à l'université de Reims, appelle la conscience intuitive extraneuronale. Alors, on lui a demandé à Charbonnier, mais c'est quoi la conscience intuitive extraneuronale? Il dit, bah, c'est l'esprit. Mais on ne pouvait pas mettre l'esprit, sinon la thèse n'aurait jamais été acceptée, quoi. Hein? C'est Conscience extraordinaire. intuitive extraneuronale, en dehors des neurones, hein. Pardon, je t'ai coupé, Franck. Non, je disais que c'est exceptionnel, hein, que cette thèse de médecine ait été validée et acceptée, quoi. Et même Et par contre, récompensée par le jury, hein. ouais, elle a été éditée, donc Oui, oui. on peut la. Donc, c'est ce que je dis. Kardec, le spiritisme, en fait, c'est une révolution, hein. Ce que Kardec a fait, alors, il y a eu même de Biran, il y a eu Swedenborg, il y a eu Platon, Socrate, il y a eu toutes les. Il vient de loin, le spiritisme, hein. Mais Kardec, c'est vraiment le premier qui a dit, bon, on va étudier la chose de façon avec une rigueur et une méthodologie scientifique, hein. C'est la grande révolution qu'il a inaugurée. Maintenant, combien de temps, on a déjà 170 ans qui sont passés, combien de temps passera encore avant que on ne change de paradigme? Je, personnellement, je suis assez optimiste, hein. Je pense que ça durera moins que 170 ans, parce que le jour où vraiment ça va commencer à basculer, ça va aller vite. Et je pense qu'il y a des phénomènes extérieurs, matériels, qui vont accélérer ce changement, c'est le changement climatique, quoi, hein, la crise climatique et puis l'épuisement de certaines matières premières et des ressources de la Terre. Alors, vous avez toujours pareil, celui dont je parlais tout à l'heure, mais je n'ai pas cité le nom,
qui dit ben, il faut forer, 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 forer. Hein, c'est la course en avant pour aller récupérer les dernières gouttes qui restent. Oui, d'accord, mais le mur, il approche là. Tu peux forer, forer, à un moment donné, tu vas te taper le mur ou le précipice. Hein. Donc, c'est vraiment de la vision à court terme, matérialiste pure et dure, quoi. Ce qui va se passer dans 100 ans ou 200 ans, il s'en fiche puisqu'il ne sera plus là, quoi. Hein. En fait, si, il sera encore là. Et donc, c'est ça, à mon avis, l'épuisement. Et puis, bon, ça va passer par des périodes douloureuses. Hein. Je ne veux pas être catastrophiste, mais il y a déjà eu des crises financières assez sérieuses. Voilà, le jour où vraiment il commence à y avoir un peu d'affolement sur le pétrole, le baril, il a vite fait le prix du baril aura vite fait de quintupler. Hein. Chacun voudra garder le peu qui reste pour lui. Enfin, vous voyez, ça peut aller vite. Hein. Et à partir de là, on aura peut-être un peu de mal à trouver à manger dans les supermarchés. Hein. Vous voyez, ça peut aller jusque-là. Et ça, ce genre d'événement, hein, l'épuisement des ressources matérielles, hein, peut effectivement aider à ce changement de paradigme. Mais les choses sont bien faites. Hein. Ouais, puis l'autre révolution de Kardec, il y a un autre aspect qui a été développé par un Brésilien aussi récemment, c'est qu'on passe de l'hétéronomie à l'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hétéronomie? C'est l'inverse de l'autonomie, en fait. C'est le mot qui veut dire l'opposé, quoi. L'hétéronomie, c'est typiquement les religions. Tu dois le croire parce que je te le dis ou parce que c'est écrit. Tu comprends pas, mais ça fait rien, tu dois croire quand même. Ce sont les choses qui nous sont imposées. C'est l'endoctrinement, comme j'ai parlé tout à l'heure. Alors que l'autonomie, c'est l'inverse. C'est la liberté. C'est, voilà, les enseignements sont là, on les accepte pas. L'hétéronomie, c'est il faut que tu fasses le bien, sinon tu iras, si tu veux aller au paradis, avec la carotte et le bâton, quoi. Si tu fais pas le bien, tu vas en enfer. Encore une fois, c'est typiquement l'hétéronomie. L'autonomie, c'est, voilà, je t'explique la loi de cause à effet, je te montre par des témoignages ben, ceux qui viennent témoigner de ce qu'ils sont devenus en fonction de ce qu'ils ont fait, et maintenant, toi, tu en tires les conclusions. Tu vois toi-même qu'est-ce que tu veux faire. Et donc, le futur, le monde de régénération, hein, dont on parle souvent, ce sera un monde où les gens feront le bien pour faire le bien, et non pas par intérêt ou en attendant des récompenses. Vous voyez, c'est la grande différence entre l'hétéronomie et l'autonomie. C'est un autre aspect de cette révolution spirit, enfin de ce que a apporté Kardec dans le spiritisme. Voilà. Le conflit avec les religions, c'était assez sévère quand on pense qu'il y a eu l'autodafé de Barcelone. Oui. Je veux dire, si on prend des références contemporaines, les derniers autodafés de livres, ça s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Oui, C'est oui, vraiment oui. des changements enfin, c'est incroyable. Bah, c'est ça, c'est l'exclusivisme, l'hégémonie. Hein. Ouais. Après, il y a des autodafés, il n'y en a peut-être plus, mais il y a eu la censure aussi pendant très longtemps, encore jusqu'à assez récemment. Et aujourd'hui, c'est marrant parce on est entre deux. Hein, vous voyez les débats qu'il y a, on a reparlé là de X ou de Facebook ou de je sais pas quoi. Dans ce sens-là, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment pousser la liberté jusqu'à... Ben, il y a une loi maintenant en Europe hein, qui oblige à filtrer, sortir tous les mensonges et sortir tout ce qui est haineux ou raciste, alors que vous avez le point de vue américain qui ressort en ce moment pour dire non, il faut laisser complètement libre. Hein. Alors, où il est le juste milieu hein. Personne... parce que le problème, c'est aussi qu'on se rend compte que ben, ouais, ça biaisait complètement les élections en Roumanie, là, avec des algorithmes. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Hein. Nous, en France, on n'est pas protégé de ça non plus. Hein. C'est des choses qui peuvent très bien aussi nous arriver parce que beaucoup de personnes ne réfléchissent pas. Hein. Beaucoup de personnes manquent de discernement
et se laisse piéger à ce genre de manipulation. Hein. Même le commerce, hein, un bon vendeur, j'ai eu quelques exemples où les techniques commerciales, ben, c'était là aussi de la manipulation pour absolument vous fourguer quelque chose dont vous n'avez absolument pas besoin, quoi. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont... Voilà, où s'arrête la liberté, hein, et où, quel doit être... est-ce qu'il ne faut pas qu'un régulateur, hein, donc ceux qui font les lois, essaye de protéger quand même un peu ces personnes qui sont vulnérables ou fragiles? Ben, les Américains ils disent non, bon, ben, ok, en Europe on dit plutôt oui. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Vincent? Juste pour préciser qu'en Amérique, en ce moment, les mouvements intégristes religieux expurgent des bibliothèques tout ce qui pourrait avoir un caractère sexuel, même léger. Et ça a des conséquences énormes. Il y a des centaines de livres qui sont mis au pilon ou jetés parce que ces mouvements intégristes font des dégâts dans les bibliothèques américaines, par exemple. Mmh. Ouais, enfin, moi, le principe, c'est quand j'essaye de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, tout ce qui est intégrisme, fanatisme, extrémisme, quel qu'il soit, hein, de droite ou de gauche, hein, je ne cherche pas à juger qui que ce soit, j'essaye de m'en préserver parce qu'une personne qui est fanatique, ou une personne qui est fascinée, ou une personne qui est extrémiste, vous arriverez difficilement à discuter avec elle et à trouver un point d'entente, parce qu'il va toujours pousser les choses sur un extrême d'un côté ou de l'autre. Voyez. Donc, pour moi, je considère que c'est pas bon. Hein. Il vaut mieux, je conçois l'humanité plutôt comme, bon, ben, ok, on s'assoit ensemble, on essaie de prendre les bonnes idées, quelles qu'elles soient, on les met ensemble, et puis on essaie de construire quelque chose qui est le mieux pour la majorité des personnes. Et moi, typiquement, c'est pas les extrêmes. Ça peut pas être un fanatique ou un intégriste ou un extrémiste. C'est pour ça que moi, mon avis, c'est qu'il faut des lois. Il ne faut pas que les lois soient trop dures non plus. On a vu Samuel Paty, on a vu plein de ce que peut donner justement cette incitation à la violence qui paraît complètement bénigne au départ et qui se termine par un professeur ou un instituteur qui est guillotiné, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment laisser faire, hein? Est-ce qu'il faut laisser faire la liberté d'avoir des armes avec une personne un peu déséquilibrée, où ça arrive pratiquement tous les jours maintenant, qui va tirer dans une école ou dans un supermarché ou je ne sais où? Vous voyez, ouais, il faut trouver, il faut trouver le juste milieu. On n'en est pas encore. La liberté, c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'évolution. Hein. L'abus de liberté empiète sur la liberté des autres et qu'on ait encore besoin de légiférer sur la liberté aujourd'hui, moi, ça me paraît normal. Dans un monde de régénération, on pourra peut-être adoucir complètement les lois parce que si plus personne ne vole, il y a plus besoin il y aura plus de voleurs, il n'y a pas besoin de condamner les voleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça viendra avec le temps, avec l'évolution, mais cette évolution qui est consciente, qui est responsable, qui est autonome, vous voyez, qui est solide, hein, et sur la Terre, on n'en est pas encore là. Donc, il faut encore des lois. L'éducation et de l'instruction et de l'enseignement. Tu as regardé la conférence de vendredi, c'est ça? Non. Ah, on a fait une conférence, il y a eu une conférence vendredi avec un professeur brésilien qui parlait justement de ce sujet-là. En partant sur une citation d'Aristote, alors je ne me souviens plus de la citation exactement, mais c'est du genre une éducation sans éduquer moralement n'est pas du tout une éducation. C'est une citation d'Aristote. Et donc, il fait bien la différence entre l'éducation, entre l'instruction, hein, qui est pour la partie de l'intelligence, voilà, ça, et qui est la partie technique, hein, l'instruction, et l'éducation, qui est aussi l'art de former les caractères, d'essayer de faire des enfants, leur donner des bases, des repères, leur faire comprendre ce qu'on discute là, en fait, un peu, hein, de l'éthique,
Et donc, pour les amener à leur donner de bonnes habitudes et à en faire, à leur donner des outils pour devenir des gens bienveillants quand ils seront adultes. Delphine? Oui, j'ajouterais aussi le développement personnel. Je pense aussi que les gens, ils doivent avoir aussi à partir du moment où ils ont une connaissance d'eux, une connaissance de soi, il y a possibilité justement d'avoir après une ouverture d'esprit, je dirais, qui amène vers la spiritualité et le spiritisme. Je pense que ça doit être inclus aussi. C'est vrai, c'est le connais-toi toi-même hein, Oui, de l'Antiquité. je pense La qu'on peut question amener les gens 919. je pense qu'on peut amener les gens vers le spiritisme et la spiritualité à partir du moment où c'est très difficile parce qu'on est dans une société justement matérialiste. Je pense qu'à partir du moment où cette société va devenir défaillante par les problèmes climatiques ou autres, je pense qu'il y aura après une prise de conscience. Et je pense aussi que les gens, à l'heure actuelle, avec, j'allais dire, avec la traversée du Covid, il y a déjà eu une prise de conscience où les gens ont envie d'aller vers tout ce qui est le naturel, vers la compréhension de soi, vers. Je pense qu'on amène les gens petit à petit à se développer et à se retirer un petit peu du côté matérialiste. Et je pense que de but en blanc, parler tout de suite à une personne de la spiritualité ou du spiritisme alors qu'elle n'y est pas préparée et qu'on ne l'amène pas vers justement des ouvrages de développement personnel ou par la science, par une ouverture d'esprit, je pense qu'elle va rester bloquée. Enfin, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que Mais, vous en pensez. oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, je reviens à Kardec je pense que c'est un des premiers chapitres du livre des médiums qui s'appelle De la méthode. Et lui, il dit, ben, avant de parler de réincarnation, de médiumnité, il faut déjà convaincre la personne qu'elle a une âme. Hein. Parce que si la personne n'est pas convaincue qu'elle a une âme, un matérialiste pur et dur, quand il va entendre parler de réincarnation ou de médiumnité, il va dire, bon, c'est n'importe quoi. Par contre, donc avant de rendre une personne spirit, il faut déjà la rendre spiritualiste pour utiliser la définition des mots telle qu'on l'a vu. Et à partir du moment où la personne est convaincue, effectivement, en moi, il y a quelque chose qui ne peut pas s'expliquer uniquement par la matière, hein, les sixièmes sens, etc., l'intuition, l'inspiration, la volonté, hein, c'est toutes ces choses qui sont admises universellement, mais qui ne peuvent pas s'expliquer par la matière. À partir de ce moment-là, elle va automatiquement se dire, oui, mais si j'ai une âme, d'où elle vient, où elle va? Hein. Et il faut y aller comme ça, crescendo. Parler de réincarnation à quelqu'un qui ne croit pas en l'âme, on commence par là où il faudrait terminer. Hein. Et effectivement, si le développement personnel est compris sous cette forme du connais-toi toi-même, justement pour observer qu'on a bien une âme, ben, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Hein, c'est tout à fait vrai. Et Et puis il y après, a aussi. oui, Allez-y, non, non, allez-y. Pardon, il y a une allez-y. autre tendance qui est sortie récemment. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais il faudrait que j'approfondisse le sujet par une conférence ou quelque chose. C'est cette notion. Alors, vous savez, QI, le quotient intellectuel, donc c'est connu depuis plusieurs décennies. Hein, il y a une technique, questionnaire, enfin ça se mesure, etc. Après, vous avez le quotient émotionnel. Est-ce que la personne sait gérer ses émotions? Est-ce qu'elle sait négocier? Est-ce qu'elle sait justement trouver une entente avec quelqu'un, avec un client ou avec un membre de l'équipe pour arriver ensemble à un but commun ou pas? Hein, ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Et maintenant, vous avez une nouvelle notion qui est l'intelligence spirituelle. Alors, je vous conseille fortement, allez sur Wikipédia, cherchez intelligence spirituelle et vous verrez, c'est absolument génial. Ah, Franck, il a aussi un animal. Hein. Christiane, vous n'êtes pas la seule hein, à avoir. Désolé, il Voilà. s'impose. Ouais, ouais, Ah, non, mais il j'adore n'y a les pas de animaux. souci. Ils sont les bienvenus. Hein. Et Mais cette Charles aussi, intelligence spirituelle, c'est extraordinaire. Ah, ils dorment encore. Hein, à cette heure-ci, ils ne sont pas encore vraiment réveillés. oui, j'allais dire, Charles aussi a deux petits chiens adorables. Ouais, les chihuahuas. Et cette intelligence spirituelle, ben, c'est l'empathie, le fait d'avoir une vision plus large, de savoir aller outre la vision purement matérialiste, le fait
comment dire, tirer profit des difficultés, des contrariétés. Vous voyez, c'est une notion qui va vraiment, qui est très très proche de ce que le spiritisme enseigne. Et alors que ça vient de milieux complètement en dehors du spiritisme, en dehors même de toute religion. Hein. Et que vous avez l'intelligence spirituelle qui se développe maintenant dans les services de ressources humaines des entreprises, où ils commencent à sélectionner les candidats sur la base de cette intelligence spirituelle qu'ils peuvent avoir. Moi, je me suis dit, mais c'est incroyable, moi j'aurais bien aimé travailler dans une entreprise comme ça. Moi, j'ai toujours le chef autoritaire, colérique, j'ai jamais connu ça. Hein, alors que là, les choses sont en train de complètement changer. Et quand on leur demande, mais bon, vous êtes coté à la bourse, vos actionnaires, ils vous laissent faire. Ils disent, moi, les actionnaires, eux, ils voient le résultat. Donc, tant qu'on arrive au résultat, les moyens, on fait comme on veut. L'essentiel, c'est qu'on donne des résultats. Vous voyez. Donc, c'est marrant comme ces choses arrivent à s'introduire, ces valeurs arrivent à s'introduire dans des milieux qui sont a priori assez réfractaires. Bon, pour moi, ce sont des choses, des mouvements qui sont très encourageants. Et effectivement, Delphine, vous avez raison. Le Covid, c'était un petit exercice. Moi, je le vois comme ça. Et j'étais très content de voir les gens sur le balcon applaudir le personnel soignant, les éboueurs qui prenaient le risque parce que le premier virus, c'était quand même une saloperie, hein, de choper ce virus en aidant les autres, quoi. Il y a eu cette prise. C'est là où on voit qu'il y a du bon dans l'humain. L'humain est déjà là. Mais le problème, c'est que ce matraquage de choses négatives qui finit par nous dévier, justement, par nous détourner de ces bons aspects qu'on a en nous. Et le développement personnel, si on le voit dans ce sens-là, de développer la spiritualité, de développer les bonnes choses, la moralité, le bien, le beau en nous, c'est effectivement un chemin qui est excellent pour arriver à avoir cette vision plus large, spirituelle ou spirit. Et ça existe depuis très longtemps, Charles, quand vous parliez de la nécessité de l'éthique, de s'interroger. Vous prenez dans son dialogue entre Gargantua et je sais, Gargamel, Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Oui. Et c'est Michel, hein, tu vois là. Franck, il vient de corriger ce que tu as écrit. C'est n'est que ruine de l'âme. Ah, j'ai pas vu. Il l'a écrit dans le chat. C'est ça. Et oui. Ben, ces questions d'éthique, elles existent. La base de toutes les religions, c'est de l'éthique. Hein. Ce que Jésus, il est venu faire, et bon, il a fait des miracles, il a guéri, mais bon, il a surtout donné des enseignements moraux. Et ces enseignements moraux sont universels puisqu'on les retrouve dans toutes les religions. Si vous relisez le premier paragraphe de l'introduction de l'Évangile selon le spiritisme, je vous demande de lire une page, hein, pas plus. Vous verrez que ce que Kardec a pris des évangiles, c'est uniquement et exclusivement ces enseignements moraux qui sont universels. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on tende, parce que c'est des lois morales qui sont basées sur l'harmonie avec des lois de la nature et qui sont partagées par tout le monde, pas exclusivement chrétiens ou hindous ou musulmans. C'est là où le chrétien, l'hindou, le musulman, le bouddhiste, le taoïste, le Confucius, l'adepte de Confucius peuvent se retrouver et sont d'accord sur l'essentiel. Hein, et voilà, le spiritisme, en fait, il encourage à cette morale universelle. L'harmonie avec les lois de la nature. Bon, alors, on a pas mal dépassé aujourd'hui, elle est déjà 8h45. Je suis vraiment désolé de vous avoir pris une partie. D'après ce que je vois sur mon écran, il fait plutôt froid chez vous, hein, en métropole du moins. Donc, c'est peut-être pas si grave que ça, mais enfin, quand même, on va quand même s'arrêter là. Ben, je vous remercie encore une fois pour votre présence, hein, et surtout pour votre participation. Hein. C'est bien quand le cours s'est fait sous forme de dialogue et pas sous forme de monologue.
Et donc, la semaine prochaine, on va continuer, je regarde, on verra quels sont les points principaux de la philosophie spirit. On en a un peu parlé aujourd'hui, hein, on a parlé de l'existence de l'âme, la réincarnation, la communicabilité, et on verra en fait un résumé. Donc, c'est basé sur l'introduction du livre des esprits. Vous avez un chapitre où Kardec fait le résumé. Voilà ce dont je vais parler dans ce livre. Et donc, pour voir, on verra quels sont justement ces points principaux. D'accord? Voilà, ben, sinon je vous remercie. Je remercie aussi les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous inspirer, pour nous aider. Et que cela puisse nous être utile pour avancer, pour évoluer, pour devenir chaque jour un peu meilleur et que cela puisse être utile aussi pour les esprits qui étaient avec nous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Merci Charles. Je vous dis à bientôt. Bon week-end. Merci à tous. Merci Charles. Et je vous dis à tout à l'heure.